Merci de nous retrouver pour les partis pris. Géraldine Wössner pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Chalmani pour l'international. C'est vous qui commencez, Géraldine. Votre parti pris politique, c'est une histoire, une affaire que vous avez souhaité nous raconter et que sort le magazine Le Point, dont vous êtes la rédactrice en chef. L'affaire qui rappelle Samuel Paty. Absolument. Si vous avez vu le film L'Abandon récemment, qui explique l'engrenage qui a conduit à la décapitation de Samuel Paty, vous allez peut-être reconnaître certains traits. C'est une affaire qui se passe à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Elle commence le 16 mars au lycée Jean Renoir. Un gros lycée, 1 millier d'élèves. La conseillère principale d'éducation, la CPE, discute avec une élève de première. Il y a le proviseur qui est là. Et il est question d'une affaire de harcèlement qui implique des jeunes filles racisées qui accusent leurs camarades blanches d'être responsables de l'esclavage. Sur cette querelle en elle-même, on n'en sait pas plus. Une enquête est en cours. Rien ne se passe pendant 6 semaines. Et puis le 23 avril, une élue insoumise, conseillère d'opposition à Meaux, publie sur son compte Instagram un extrait de cette discussion qui avait en fait été enregistrée par l'élève à l'insu de la CPE. Cette élève l'a ensuite donné à une copine qui venait de se faire exclure du lycée, et cette copine se trouve être de la famille de l'élue insoumise. Donc cette élue insoumise qui s'appelle Amal Bentounsi, qui est aussi fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine, balance sur Instagram un extrait isolé de 15 secondes dans laquelle on entend la CPE parler d'un gang de blacks. Et elle hurle au racisme, et voilà, la cabale est lancée. Dans la foulée, un compte Instagram Racisme Jean Renoir est créé pour inciter les élèves à témoigner. Ils sont un peu chauffés à blanc. Et voilà, l'affaire s'emballe. Pendant toutes les vacances, il y a des messages, des témoignages anonymes qui affluent. Et à la rentrée, le lycée est couvert de banderoles. Une trentaine d'élèves avec des élus insoumis et quelques profs du syndicat Sud manifestent, fait un blocus pour exiger la démission de toute la direction du lycée qui est pointée, qui est accusée finalement de racisme systémique. La direction n'entend pas la CPE. Cette CPE est suspendue par le rectorat à titre conservatoire, m'a-t-on expliqué. Alors là, on me dit non, mais c'était surtout pour la protéger. Toujours est-il que la seule réponse qu'apporte le rectorat, ça a été de vouloir entendre tous ces témoignages anonymes, il y a sans doute peut-être un problème, et d'ouvrir une boîte aux lettres pour que tout le monde puisse s'exprimer et apporter ses témoignages sur ce supposé racisme au sein du lycée. Donc, on est vraiment dans la même structure que Samuel Paty. Au moment où on se parle, elle n'a pas été encore officiellement entendue, en tout cas elle l'a été après les élus insoumis, donc cet élu de Meaux, mais aussi la députée de la circonscription qui a été reçue donc par le rectorat avant cette avant même que la CPE soit entendue. Donc voilà, non mais c'est un truc complètement dingue. Donc là, dans la boîte aux lettres, les élèves vont devoir porter leurs accusations à visage découvert. En réalité, le rectorat espère que c'est ça qui va permettre de calmer Mais est-ce que l'affaire. quelqu'un a mis la main sur la fameuse bande pour Alors pouvoir non, puisque juger la seule à avoir cette bande, c'est l'élu insoumise qui a pris d'une bande de 13 minutes à couper 15 secondes, et c'est ça qu'elle a livré aux médias qui ont bien voulu le reproduire, notamment Mediapart, France 3, mais personne n'a pu l'entendre, cette bande. Donc on ose espérer qu'il y aura une enquête, probablement parce que la CPE a porté plainte contre cette élue insoumise, également contre des propos diffamatoires qui ont été tenus parce que... Elle conteste avoir tenu les propos qu'on lui prête. Alors, elle conteste l'interprétation qu'on en fait, puisqu'encore une fois, on ne connaît pas le contexte. Il y a aussi eu des messages qui dévoilaient sa vie privée, parce qu'il se trouve que cette CPE a des enfants métis, parce qu'elle est mariée à un noir, et donc son adresse et son nom étaient livrés en pâture à ceux qui voudraient la harceler. Donc, elle a porté plainte. Elle est terrorisée, cette femme. Il faut savoir que elle vivait dans le collège, elle a dû déménager et s'est réfugiée chez son fils en fait depuis 6 semaines, en attendant que peut-être le rectorat lui apporte un soutien un petit peu plus marqué. Oui, Abnous. Non, je viens de découvrir, mais c'est même plus du fait divers, c'est un fait de société, et c'est grave, c'est justement
quand l'abandon, là, c'est sur tous les écrans et que je conseille à tout le monde d'aller voir ce film, c'est qu'on ne peut pas laisser faire ça et que le fait qu'on ne comprenne pas que 15 secondes de 30 minutes, de 15 minutes, ça ne fait pas la réalité, on va jamais s'en sortir. Et que ça doit être une affaire traitée par la justice. Oui. Vive la justice. Et pas sur les réseaux sociaux, et même pas à coup de boîte aux lettres. Non, je faisais le lien avec le débat précédent, si vous voulez, c'est la même histoire. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'ordre républicain, un autre ordre s'installe. Oui, c'est ça. Et qu'il est criminel, d'abord, extrêmement choquant, mais néanmoins prévalent. C'est ce que vous nous dites, et c'est très préoccupant. Vous gardez la parole, François. C'était aujourd'hui le fameux sommet Choose France. Donc c'est le sommet qu'a créé Emmanuel Macron avec ses promesses d'investissement. Alors vous dites pourquoi pas, mais vous dites au fait, et les entreprises françaises, que voulez-vous dire ? Oui, ce Choose France, alors ça finit en apothéose. Là, il y aurait 93 milliards d'investissements promis à la France à l'occasion de cette 9e édition du sommet organisé par Emmanuel Macron à Versailles depuis son élection quasiment. Ça fait plus que doubler les montants, c'est-à-dire que l'année actuelle ferait plus que doubler les 8 années précédentes. Et ça coïncide avec la publication d'un baromètre de l'attractivité française qui montre que la France est en tête en Europe. Donc c'est le pays qui est le plus attractif devant le Royaume-Uni, devant l'Allemagne, pour les investissements étrangers. Alors, Cocorico. Oui, on pourrait bien sûr nuancer sur 2 points. D'abord, ce sont des annonces qui sont pas toujours suivies des faits. On a des exemples récents, notamment une grande usine de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer, là, dont l'acteur principal vient de se mettre en redressement judiciaire. Ensuite, ces milliards, c'est un peu des choux et des carottes. Les 75 milliards de notre ami Son de SoftBank, c'est de la poudre aux yeux, en partie. Pourquoi D'abord parce que en réalité c'est plutôt 45. Sur ces 45, vous avez une grosse partie de ces milliards qui vont servir à acheter des chips faites à Taïwan et sous licence américaine. Donc un data center, fondamentalement, c'est un hangar climatisé. Donc c'est mieux de l'avoir chez nous qu'il soit ailleurs. Mais enfin, c'est souvent la foire aux milliards est pas très rigoureux. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que cette affaire-là résume bien la présidence Macron. Choose France, c'est un peu la métaphore de cette présidence et de l'action économique du président. D'un côté, on a des tête-à-tête avec les plus grands patrons du monde, des discours enflammés, une belle fête, les zéros qui valsent, une image de la France qui s'est incontestablement modernisée à l'étranger auprès des patrons. En fait, c'est de la com de première bourre à l'intention des entreprises multinationales qui font jouer la concurrence entre les États. Et puis dans le même temps, pour les entreprises françaises, le niveau des impôts sur les bénéfices est revenu à l'étage où il était lorsque Emmanuel Macron est arrivé, qu'il le considérait comme épouvantable, c'est-à-dire à 33%, avec la surtaxe sur fond de finances publiques complètement effondrées. Dans le même temps, le gouvernement vient de remettre en cause des allègements de charges sur le coût du travail, qui ont quand même été le socle de la reprise de l'emploi initiée par François Hollande et par Emmanuel Macron. Dans le même temps, les entreprises françaises se battent avec des réglementations foisonnantes qui n'ont jamais été aussi raffinées et délirantes, évidemment. Dans le même temps, enfin, peu a été fait pour rendre l'État plus efficace, pour évaluer son action, pour moderniser son action. Le modèle social ploie sous le coût croissant des transferts, et il menace d'écraser l'activité économique qui subsiste. Choose France, c'est donc 2 poids, 2 mesures. Les arrivants potentiels sont choyés, tant mieux. Ceux qui sont déjà là sont matraqués et enfermés dans l'absurdissant. C'est dommage. On pourrait y voir une nouvelle illustration de la fameuse parabole du fils prodigue. Ça me paraît plus intéressant justement de montrer que c'est très illustratif de l'action économique de Macron qui a souvent été parcellaire, lacunaire, sur le plan du symbolique, beaucoup dans les discours, de très beaux discours, mais qu'en réalité, il s'apprête à rendre la France dans un état assez proche de celui dans lequel il l'avait trouvé, avec en plus des finances publiques effondrées. En creux, tout ça dessine quand même un programme possible pour le successeur d'Emmanuel Macron, celui qui voudrait s'attaquer aux causes du déclin du pays, il faut appeler les choses par leur nom. Ça serait de faire Choose France, mais cette fois-ci, pour la France, et pour les entreprises françaises. Abnouz, votre parti pris international, vous nous parlez d'un des grands pays d'Amérique latine, la Colombie, où
comme dans d'autres pays, un Trumpiste est aux portes du pouvoir. Mais oui, tout à fait. Les sondages donnaient le candidat de la gauche gagnante. C'est un philosophe de formation adoubé par le président sortant de gauche, le sénateur Ivan Cepeda, 63 ans, et c'est un avocat de 47 ans qui se fait appeler le Tigre, Abelardo de la Espriella, qui est arrivé premier, 43,62% des voix contre 41% pour le dauphin de Petro. Le second tour se tiendra le 21 juin. Alors, qui est ce Tigre? Alors, c'est un avocat. C'est un chanteur amateur. Il adore la scène, il l'assume, il adore ça. Il adore être sur scène, il adore le public. Là, vous voyez son show, parce que c'est un show. Il est aussi de nationalité italien et américaine, en plus d'être colombien. Il est donateur du Parti républicain et il adore et il assume adorer Donald Trump. Rajoutons qu'il a bâti sa fortune en défendant des paramilitaires et qu'il y a quelques scandales, mais il est très très riche et il l'assume et il dit voilà, j'ai de l'argent et j'aime ça et c'est super et il adore sa femme et ses enfants et c'est vraiment à chaque fois un show. Donc son programme, vous allez me dire mais c'est quoi? Alors il s'inspire d'une part de Nabil Boukele quand il promet de construire 10 méga prisons pour les voyous et les narcotrafiquants sur le modèle donc salvadorien, ou bien je cite, de les exterminer comme des rats. Il s'inspire aussi de Trump lorsqu'il, je cite encore, promet d'étriper la gauche, ou quand il enchaîne les sous-entendus misogynes ou homophobes, ou encore quand il se présente comme un guerrier, je cite encore, qui va changer l'histoire de la Colombie pour toujours. Là, c'est du Trump dans le texte, mais il a aussi son idole, c'est Javier Milei, parce que, alors là, les impôts, les réformes sociales, tout ça mène dans le mur. Allons-y, vive le libéralisme, tout va beaucoup mieux se passer. En résumé, oui, c'est le Trump colombien qui a fait toute sa campagne derrière une vitre blindée au cas où. Et vraiment, il a fait le show dès qu'il apparaît sur les écrans géants. Des tigres surgissaient en même temps, vraiment pour qu'on comprenne bien le rapport avec son surnom. Alors, vous l'avez dit, David, est-ce que c'est une vague de fond? Est-ce que le national-populisme est partout? Je l'ai dit, alors évidemment, Milei en Argentine qui a été réélu. Vous avez Bukele au Salvador qui a été réélu. Vous avez aussi Daniel Noboa qui est plutôt un conservateur libéral qui a été réélu en 2025 en Équateur, mais pareil, lutte contre les gangs, contre le narcotrafic, l'immigration, la sécurité, très proche de Trump. Au Chili, bah oui, le pouvoir est passé depuis 2026 dans les mains, depuis le 11 mars 2026 exactement, dans les mains de José Antonio Cast, qui est issu clairement d'extrême droite. Donc oui, il y a une contagion populiste de droite et on peut se demander pourquoi. Alors la première raison, elle est évidemment trumpienne, c'est que souvenez-vous, lorsque Trump a clairement mis, je veux dire sans aucun complexe sur la table, que si les Argentins faisaient l'erreur de ne pas réélire Milei, eh ben ils coupaient tout et qu'ils allaient vivre l'enfer. Eh ben, ça, quand même, le message est passé sur tout le continent. Se fâcher avec Washington pour une économie latino-américaine, c'est se condamner. Donc, tarif, visa, dollar, les démocraties d'Amérique latine sont passées sous chantage budgétaire américain. Ensuite, soyons honnêtes, c'est l'incompétence de la gauche au pouvoir. Hein. On va prendre l'exemple juste de la Colombie. Gustavo Petro, il est arrivé en 2022 et c'était une rupture historique. Ça a été le premier candidat de gauche élu en Colombie qui s'est retrouvé à la présidence. La première chose qu'il a proposée, et honnêtement, il y avait quelque chose de réjouissant, c'était la paix. On va faire la paix avec les FARC, avec les groupes marxistes, les paramilitaires, tout ça. Eh bien, ça n'a pas marché. La violence est revenue en force, les assassinats politiques sont revenus en force, les enlèvements, rien ne va plus, c'est de pire en pire. Et la Colombie reste le premier producteur de cocaïne au monde, ce qui rajoute à la violence. Et pour ce qui est des mesures sociales, c'est juste en janvier 2026 qu'il a créé le salaire minimum, qui a aidé énormément d'Argentins, ce qui a donné les 40%, je pense, pour son candidat, parce que jusque-là, il se passait pas grand-chose. Et c'est ça le problème, quand la gauche promet la paix et livre l'insécurité, elle fabrique elle-même son fossoyeur, et le populisme de droite n'a plus qu'à se servir dans le mécontentement populaire. Enfin, le tigre, alors ça marche à chaque fois, il n'a jamais gouverné, jamais rien administré, et c'est bien de ça dont il fait un argument de campagne. Il le dit, il le répète, je ne suis pas de la caste, c'est le candidat anti-système, et là, il a sa formule qui lutte contre les politiciens, comme il dit, de toujours, pour défendre les jamais. Alors c'est qui les jamais? C'est ceux, je cite encore, qui n'ont jamais vécu de la tétine de l'État. Je trouve l'expression, j'avoue, pas mal. Et c'est ça, c'est qu'on ne vote plus. C'est bien longtemps qu'on ne vote plus pour
quoi que ce soit, mais davantage contre un système. Et force est de constater que ces systèmes-là sont épuisés. Alors, j'ai filé la métaphore, j'ai un peu galéré, j'ai trouvé vraiment pas mal. C'est que Trump ne crée pas les tigres, mais les nourrit, tandis que les dirigeants qui ont trahi leurs promesses les ont mis au monde. Ah, voilà. Je me suis un peu galéré, je cherchais un peu tigre et tout, je voulais absolument une métaphore. Une dernière chose, et pas des moindres, Gustavo Petro, surtout, et Ivan Cepeda, qui sont deux fins qui a bien été obligés de suivre, ont refusé de reconnaître les résultats préliminaires. Mais ouais, ils ont parlé, je cite, de centaines de milliers de voix ajoutées sans la moindre preuve. Et là, qu'est-ce que vous voulez, c'est du mot pour mot du Trump de 2020 qui parle d'élections volées, de déni de démocratie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que qu'importe la couleur politique, c'est la méthode. C'est une certaine méthode Trump qui est en train de gagner. Donc décidément, le refus de perdre n'a pas d'odeur, mais elle abîme à chaque fois un peu plus les démocraties.